Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Derrière la courbe. Aujourd'hui, épisode un peu spécial puisque je suis le seul animateur. Ma collègue Charlie Rose n'était pas là pour rencontrer Monsieur Jean-François Chalifou avec moi. Monsieur Chalifou est président et chef de la direction de l'une des plus grandes entreprises au Canada dans le domaine des assurances et j'ai nommé Beneva. Avec lui, on a discuté de plusieurs choses, notamment la façon dont toutes ses expériences du moment où il a commencé à travailler dans une chaîne de restauration rapide a contribué à devenir le leader qu'il est aujourd'hui. Monsieur Chalifou a gradué en actuariat à l'Université Laval en 1993 et c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à travailler dans le domaine des assurances. Son parcours est vraiment intéressant et inspirant. Il nous a donné plusieurs insights qui seront très pertinents pour tout jeune professionnel qui désire gravir les échelons et atteindre les plus hauts sommets sur le marché du travail. Donc j'espère que la discussion sera aussi enrichissante pour vous qu'elle l'a été pour moi et je vous souhaite une bonne écoute. Donc, bonjour, Monsieur Chalifou. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Je suis très content de vous recevoir aujourd'hui sur le balado Derrière la courbe. Aujourd'hui, comme on parlait un petit peu hors d'onde, le but va vraiment être de se repositionner, de se ramener au moment où vous êtes sorti des bancs d'école. Donc, je crois que vous avez terminé là, autour des années 1992 en actuariat. C'est bien ça, si les recherches sont bonnes. Tes sources sont fiables. Fait qu'en 1992, en actuariat à l'Université Laval, fait qu'on va partir de là. Puis le but, c'est vraiment de se concentrer sur la progression de votre carrière entre ce moment-là, puis vraiment, tu sais, au début de la carrière, comment vous avez placé vos pions, si on veut, pour en arriver aujourd'hui au poste que vous occupez de président et chef de la direction de Beneva. Donc, ma première question, ce serait, premièrement, ça a été quoi votre premier emploi en sortant de vos études en actuariat? Moi, j'ai commencé, en fait, en 1992. En mai 1992, à l'époque, il y avait très, très peu d'emplois. C'était une période difficile, une récession sévère au Canada. Puis j'ai été choyé, mais j'ai même pas eu de trêve entre mes études universitaires puis mon premier emploi. J'ai commencé comme analyste en conseil en actuariat chez Promutuelle Assurance ici à Québec, qui était sur le chemin Saint-Louis à l'époque. Puis directement là, dans le domaine de l'assurance, parce qu'en fait, honnêtement, le milieu de l'actuariat, moi, je suis en comptabilité. C'est un petit peu plus loin de moi, mais j'ai l'impression que c'est-tu la seule débouchée, l'assurance, quand on est en actuariat? Ou il y a des gens qui vont peut-être aller dans d'autres sphères aussi? Ben, j'ai appris par la suite qu'il y avait sans doute d'autres sphères, surtout maintenant, avec l'émergence de scientifiques de données. Il y a plusieurs actuaires qui peuvent travailler comme scientifiques de données dans différents secteurs d'activité. Mais en 1992, si on revient à cette époque-là, en tout cas, moi, la seule débouchée que je voyais à l'époque, c'était ou le seul débouché que je voyais à l'époque, c'était de travailler pour une société d'assurance. Évidemment, il y a des firmes d'actuaires conseils, il y a des bureaux de courtiers. Mais moi, ce que je souhaitais vraiment faire à cette époque-là, c'est de travailler auprès d'une société d'assurance à Québec. C'est à Québec. Idéalement. À Québec. C'est qu'est-ce qui vous a dirigé vers ce domaine-là? Est-ce que c'est quelqu'un dans votre famille peut-être qui travaillait là-dedans ou c'est comme plus le métier d'actuaire ou plus le milieu de l'assurance qui vous intéressait le plus? Un ensemble de facteurs. Non, j'avais pas vraiment choisi le métier de l'assurance. Je pense pas qu'il y a encore aujourd'hui qu'il y a beaucoup de monde qui choisissent le métier de l'assurance ou le secteur de l'assurance tel quel. En fait, j'avais la base des mathématiques quand j'étais jeune, puis en secondaire, probablement en secondaire 4, j'étais au Triolet à Sherbrooke, à la Polyvalente, le conseiller en orientation. Ouais. Là, je voulais pas devenir comptable, je voulais pas devenir ingénieur, j'avais des bonnes notes à l'école, je voulais pas devenir médecin. Fait qu'un peu par défaut, avec la bosse des maths, là, on associait beaucoup à l'époque. Je pense qu'il y avait un almanach des professions dans les années 80 qui disait là, que l'actuariat était ce que personne connaissait à peu près à l'époque, était un métier d'avenir. Fait que tu m'avais dirigé vers cette piste-là. Fait que j'avais tout simplement là, consulté mon entourage, puis j'avais réalisé que mes parents avaient un couple d'amis dont le fils il était au cégep puis s'inscrivait en actuariat à l'Université Laval. L'Université Laval avait la cote. J'étais à Sherbrooke, m'en venir à 19 ans. À Québec, je trouvais pas que c'était une mauvaise voie de passage non plus. J'avais le goût. Donc, c'est un peu comme ça que je me suis tranquillement dirigé vers cette profession-là. OK. Fait que c'est vraiment, tu sais, si on veut, même, fait que c'est au secondaire directement que ça a comme orienté vers cette voie-là. Puis finalement, tu sais, au fur et à mesure que ça a avancé, ça a été le milieu que vous avez apprécié, que vous avez appris à... Ouais, moi, une fois que j'ai pris la décision là, de m'inscrire au cégep en sciences pures, là, je savais, là, fait que moi, en secondaire 4-5, je savais que je me dirigeais vers l'actuariat. J'hésitais, j'avais mon deuxième choix, c'était l'informatique de gestion à l'Université de Sherbrooke. Il y avait une informatique de gestion avec une option mathématique enrichie. Fait que c'était mon alternative, même mon premier choix, et de loin,
c'était l'actuariat. Puis là, à ce moment-là, quand vous êtes rentré, fait que là, vous avez fait votre cégep en sciences pures, fait que sciences de la nature, si on veut, là, Ouais, les sciences avec sciences les maths, pures. tout ça. Dans les années 80, on appelait ça les sciences pures. Maintenant, c'est les sciences de la Puis nature. ensuite, on rentre en actuariat. Est-ce que, tu sais, par rapport... Est-ce que dès ce moment-là, vu que vous saviez que c'était en actuariat que vous alliez, que c'était pas mal ça, que c'était les débouchés dans ce secteur-là, vous avez commencé un petit peu à comme... Je sais pas, essayer d'en connaître plus sur le secteur, apprendre à rencontrer, commencer à rencontrer des gens peut-être dans le milieu de l'assurance, ou est-ce que ça s'est comme fait au fur et à mesure des études et tout ça, plus que ça avançait? Ben, je connaissais déjà un peu de monde en assurance. Ma mère était conseillère financière. Était même, quand je me suis inscrit en actuariat, elle était devenue agent d'assurance de dommages. Elle avait été conseillère en sécurité financière. Mon père avait faisait carrière à ce moment-là chez Desjardins. Fait que j'ai été assez choyé. J'ai eu un emploi d'été de mon premier été là, comme étudiant chez Desjardins ici à Lévis. Fait que ça m'a permis de développer mon réseau, un bon réseau de contacts. C'est une équipe jeune. À l'époque, le Desjardins prenait son envol en assurance de dommages, venait de prendre un virage important à cette époque, puis avait besoin de jeunes actuaires, dont j'en faisais partie, évidemment, même si c'était un emploi d'été. Fait que j'ai, dès lors, pu commencer à développer un intéressant réseau dans le secteur de l'assurance. Super. Puis ensuite, là, tu sais, au niveau, fait que là, sûrement que le réseau s'est développé, en fait, à travers le premier stage. À travers l'Université Laval, bien entendu, aussi. Mais aussi à travers les 2 stages que j'ai faits dans les 2 étés. Super intéressant. Puis au niveau, tu sais, à l'Université Laval, justement, c'était-tu plus, mettons, les collègues de classe? Est-ce que, tu sais, vous étiez quelqu'un qui s'impliquait quand même un petit peu? Ou est-ce que c'était vraiment plus, tu sais, à travers les gens que vous avez rencontrés, vos relations, que ça s'est comme développé, cet aspect-là? Ouais, mes activités paracadémiques étaient pas mal raffinées à l'époque. Ouais, j'étais pas mal impliqué. Je me suis impliqué dans l'association étudiante en actuariat. J'avais été, je ne me rappelle plus si j'étais secrétaire ou trésorier. Je pense que j'étais trésorier de l'association étudiante. Après ça, j'ai été vice-président de l'association étudiante à ma dernière année. Je faisais beaucoup d'activités sportives, je jouais au hockey universitaire aussi à l'époque, l'intramural. Donc, j'étais très, très impliqué. J'ai de bons souvenirs aussi des fameux festivals de sciences et génie. Ah oui, hein? Très impliqué là-dedans également. À travers tout ça, j'essayais de maintenir quand même un bon équilibre entre j'étudiais fort, j'avais de bons résultats académiques, mais j'ai passé de bonnes années à l'université. Ah, c'est fou, hein? C'est un bac qui a de l'air encore aujourd'hui. Tu sais, sincèrement, tu sais, moi, comme je disais tantôt, je suis en comptabilité. Tu sais, l'actuariat, c'est un milieu qui est un petit peu plus flou, là, dans le sens que je l'ai entendu parler un peu, puis je comprends à peu près là, entre les lignes c'est quoi ce secteur-là. Mais je connais du monde là, qui font encore ça aujourd'hui, puis ça a l'air d'être un bac qui est assez difficile, assez costaud. Assez costaud, hein? Assez exigeant. Moi, j'étais, je pense, dans ma classe à l'admission en 1989. Je pense qu'on était 212. C'était une des cohortes les plus nombreuses de l'histoire. Là. Je pense que 2008, 2009, 88, 89, 90, là, on était des cohortes à plus de 200 étudiants en actuariat. Il y avait des gens debout dans le fond des classes au Vachon puis au Vendry. Donc, c'était des classes puis où il y avait puis on le positionnait, je ne sais pas si on le positionne encore comme ça aujourd'hui, là, mais il y avait une élimination naturelle qui s'opérait. Ouais. C'était annoncé. Là, il n'y avait pas de surprise pour personne. Là. Mais après la première session, on devait être 150. Puis après la deuxième session, on devait être rendu 100. Puis on va terminer à 80. Il y a des bacs comme ça qui, on dirait que c'est au fur et à mesure qu'au final, quand tu termines le bac, juste de l'avoir terminé, tu as passé la sélection naturelle de ce bac-là. Ensuite, fait que si, mettons, je nous ramène au moment là, que vous avez terminé votre bac. Là, est-ce que vous saviez déjà que vous alliez chez Promutuel? Tantôt, vous me disiez que c'était un marché qui était un petit peu plus difficile qu'actuellement. À tout le moins, là, moi, je suis certain que je suis plus dans un secteur en comptabilité. De mon côté, moi, le marché de l'emploi présentement, des CPA, parce que je suis dans le parcours CPA, je sais
moi, personnellement, on a tendance à avoir, j'ai l'impression, moins de difficultés à trouver des emplois parce qu'il y a une plus forte demande, un plus gros manque de main-d'œuvre à ce moment-là. Mais en finance, je sais que ça semble être quand même relativement contingenté présentement. Fait que je ferai un parallèle. Là, du moment que vous avez terminé, là, est-ce que vous saviez que vous alliez chez Promutuel? Est-ce que vous avez simplement postulé, vous avez passé le processus? Ou c'était avec des contacts que vous aviez peut-être fait? C'est comment ça s'est passé, ça? J'avais passé à travers un processus de recrutement. Il y avait eu un affichage sur le campus, mais c'était à peu près le seul emploi permanent. Parce que moi, je m'étais spécialisé, je suis spécialisé en assurance de dommages. Ouais. Donc, à l'époque, c'est le choix que j'avais fait. Puis c'était à peu près le seul emploi permanent. Par la suite, il y a eu quelques postes temporaires qui s'étaient ouverts, mais c'est le seul poste permanent qui s'ouvrait à cette époque-là. Puis c'est moi qui l'ai eu là, à travers de fil en aiguille. Là, il y a eu, je ne me rappelle plus, 2 ou 3 entrevues. Puis je savais là, avant la fin, là, dans mon dernier mois d'études, là, j'avais déjà un emploi, là, ou mes 2 derniers mois d'études. Là. Mais aujourd'hui, c'est quand même très fréquent. Là. Je comprends qu'il y a peut-être un petit resserrement au niveau de l'emploi, mais vous êtes quand même choyé. Là. Vous êtes en demande, puis il y a beaucoup d'alternatives. Ah oui, c'est certain. C'est certain. Le marché de l'emploi reste quand même, de ce que j'entends, parce que ça fait quand même quelques épisodes qu'on enregistre, semble être quand même plus facile. Peut-être qu'éventuellement, il y aura un resserrement aussi avec peut-être l'intelligence artificielle qui fera peut-être, je sais pas, c'est quoi les perspectives là-dedans? En fait, je pense que c'est difficile aussi à prédire avec toute cette technologie-là. Mais ensuite, fait que ça, vous êtes rentré chez Promutuel, vous avez eu l'emploi. Après ça, comment que ça s'est déroulé? Est-ce que là, vous avez eu l'emploi, puis mettons, ensuite, le poste, est-ce que le premier poste que vous avez eu, parce que je regardais sur votre profil LinkedIn chez Desjardins, si vous avez eu un poste de premier vice-président aux alentours, je pense, 2008-2009 à peu près. Entre, mettons, le premier emploi, fait qu'autour de 1992 puis 2008, qui s'écoule environ 15-20 ans, c'est comment que ça s'est déroulé, la progression de carrière? En fait, mon premier emploi, puis je reviendrai là, oui, premier vice-président, c'était en 2003. Ouais. Donc, de 92 à 2003, moi, j'avais décidé, évidemment, chez Promutuel, toute petite équipe d'actuaires. Je pense qu'on était un directeur, 4 analystes, donc toute petite équipe. Je voulais travailler dans une entreprise plus grande. Mais j'ai pris... Promutuel est en croissance, c'est une belle entreprise. J'ai eu des mandats. L'avantage de travailler dans une plus petite organisation avec une plus petite équipe, c'est qu'on touche à plusieurs dossiers. Là. Donc, moi, je faisais de la tarification. Donc, je faisais faire de la tarification d'assurance automobile, d'assurance habitation. C'était très varié. Là. Mon travail était très, très varié. Fait que ça, c'est les avantages de travailler pour une plus petite organisation. Par contre, là, quand tu arrives dans les opportunités d'avancement, là, il y en avait moins. Il y avait un directeur, il était en milieu de carrière. Là, je me voyais difficilement remplacer. Puis, j'avais travaillé chez Desjardins comme étudiant d'été. Il n'y avait pas d'emploi ouvert quand j'ai complété mon baccalauréat. Mais en 95, là, la situation s'est rétablie, puis le marché de l'emploi est redevenu dynamique. Puis là, il y a un poste qui s'est ouvert chez Desjardins. Les gestionnaires à l'époque qui m'avaient supervisé l'été étaient encore là, avaient grandi. Plus grosse équipe en pleine croissance. Donc, j'ai postulé sur le poste. Puis, j'ai quitté Promutuel. Je me suis joint à Desjardins. Par la suite, chez Desjardins, j'avais indiqué à un moment donné un souhait de devenir. On m'avait mis, là, j'avais 25 ans peut-être, puis on m'avait fait faire un choix. On m'avait dit, c'est quoi ton plan de carrière? Je me rappelle, ma gestionnaire à l'époque, qui s'appelle Manon Desbigarry, m'avait demandé, Jean-François, c'est quoi ton plan de carrière? Qu'est-ce que tu veux dire? Elle m'a dit, tu te vois où dans 5 ans? J'avais dit, Manon, écoute, j'ai de la misère à voir, je me vois où la semaine prochaine? J'ai 25 ans. Tu me demandes où je vais être dans 5 ans. Je me suis pas arrêté à ça. Mais elle dit, regarde, je vais rephraser ma question. Elle dit, tu te vois-tu plus comme un spécialiste en actuariat, un actuaire en chef, comme Sylvie Paquette, qui était ma vice-présidente à l'époque, ou tu te vois un peu plus comme un Jean Vaillancourt, qui était un actuaire aussi de formation, mais qui était rendu plus dans les opérations de vente, de distribution, de marketing, de règlement de sinistre. Fait que j'ai dit, non, ça c'est clair. Là. Moi, je me vois plus comme un généraliste. Je me vois définitivement, c'est gravir les échelons dans une entreprise, mais
peut-être un petit peu moins dans l'actuariat pur, puis un petit peu plus Ouais. dans le développement des opérations, des plus grosses équipes, de la vente, du marketing, et ainsi de suite. Fait que déjà là, je savais déjà Au ça. moins, il y avait ça. Je savais déjà ça à 25 ans, tu sais, quand même. Là. Okay. Puis il faut donner crédit à Manon qui avait réussi à me faire nommer une cible quelconque là, sur 5 ans ou 10 ans. Puis après ça, je savais aussi à l'époque que je voyais les compagnies d'assurance québécoises, bon, il y en avait plusieurs qui prenaient des positions dans le marché canadien. Donc, déjà à l'époque, la capitale avait fait des investissements à l'extérieur du Québec. Meloche Monex était rendu au niveau national. Fait que je me disais, tu sais, c'est le fun de travailler pour des sociétés qui ne sont qu'au Québec, comme Desjardins ou Promutuel, mais éventuellement, il faudrait peut-être que je développe des connaissances du marché canadien. Tu sais, je me voyais dans une plus grande entreprise, puis je me disais, tu sais, même Desjardins un jour, je voyais déjà ça là, dans les années 80, au milieu des années 90, là, peut-être en 97. En 97-98, qu'un jour Desjardins allait devenir une entreprise d'envergure canadienne et non juste québécoise en assurance de dommages. Fait que j'avais dit, peut-être qu'éventuellement... puis on m'avait approché chez Desjardins, mais on m'avait dit, ça se peut qu'un jour, dans notre plan stratégique, on fasse des acquisitions à l'extérieur du Québec. Serais-tu intéressé? Puis j'ai répondu d'emblée oui, mais il n'y avait pas vraiment d'action. Fait que j'ai pris l'action entre mes mains. Fait que ça, c'est un conseil. À un moment donné, on peut critiquer les entreprises pour lesquelles on travaille, mais on peut prendre son plan de carrière entre ses propres mains. Puis là, j'avais dit, j'avais reçu un appel d'un vice-président d'une filiale d'ING qui est maintenant devenue Intact, qui est bien connue aujourd'hui. Donc, j'avais reçu un appel de Denis Dumoulin, qui était vice-président, que je connaissais pas. J'avais joué au hockey avec lui là, deux ou trois fois. Il avait trouvé que j'étais un bon joueur de hockey, puis j'avais l'air d'un bon joueur d'équipe. Fait qu'il m'avait appelé, il dit, je cherche je savais que je voulais faire de la gestion. Puis il m'avait dit, moi, je cherche un directeur d'actuariat. On monte une équipe dans une filiale d'ING à Toronto. J'ai besoin d'un directeur. J'ai besoin d'un bon joueur d'équipe, puis d'un actuaire. Fait que là, j'avais dit, regarde, je vais aller te rencontrer. Fait que j'étais parti en avion. J'avais rencontré, je me rappellerai toujours, dans le même avion. Je voulais fondre parce qu'il y avait un vice-président de Desjardins qui était... Mais peut-être... Après coup, je me dis peut-être que lui aussi, ça en allait passer une entrevue. Il était peut-être gêné, lui aussi. En tout cas, on était deux de Desjardins ce jour-là dans l'avion. J'allais passer mon entrevue. Puis le lendemain, quand je suis revenu, j'avais un message sur ma boîte vocale, rappelle-moi. Puis là, j'avais le poste. Fait que là, je venais d'acheter une maison à Québec. Ça faisait 3 mois. Ah ouais? Donc, là, il fallait que je me revire assez rapidement. Mais j'avais sauté... C'était une occasion... de développer mes connaissances du marché canadien, puis de gravir un échelon en gestion plus rapidement. Puis ça a été le gros tremplin pour moi, là, sortir de ma zone de confort, développer mes compétences linguistiques en anglais, parce qu'à l'époque, j'étais loin d'être bilingue. Je l'ai réalisé, je me décrivais comme une personne bilingue, mais quand tu tombes dans l'action, au quotidien, là, dans des rencontres où on parle quand même de choses complexes. Là, j'avais des mots. J'ai jamais eu mal à la tête de ma vie, mais je me rappelle mes premières semaines à Toronto. Là, je revenais là, épuisé à la maison, puis j'étais jeune, là, j'avais de l'énergie pas mal. J'en ai encore, mais j'en avais pas mal. J'en avais pas mal à l'époque. Puis, mais ça avait été un tremplin incroyable. Puis, après ça, là, quand tu travailles, il y a des avantages. La ville de Québec est merveilleuse. On a de belles qualités de vie. C'est plus facile de maintenir un équilibre de vie. Mais dans des grandes villes comme Toronto, New York ou Londres, là, il y a de l'effervescence, il y a de la jeunesse, il y a des opportunités d'avancer rapidement. Les entreprises sont plus grosses, sont plus internationales. Fait que j'ai eu une belle progression de carrière rapide au sein du groupe Intact, jusqu'à ce que Desjardins, où j'avais travaillé à Lévis, décide finalement de faire son acquisition, acquiert des activités d'assurance de la banque CIBC. C'est Sylvie Paquette, qui était la vice-présidente qui m'avait géré pendant mes quelques années d'emploi d'étudiant d'été, puis les quelques années où j'étais analyste en actuariat chez Desjardins, m'a rapproché, m'a dit, on vient de faire une acquisition, serais-tu intéressé de revenir? J'étais bien chez Intact, mais de fil en aiguille, la proposition qu'on m'a faite était intéressante. Je devenais vice-président. Moi, j'étais déjà vice-président chez Intact, mais c'était à peu près un move comparable, mais je voyais une possibilité d'avancement très forte chez Desjardins. J'aimais beaucoup Desjardins, fait que j'ai décidé de quitter Intact, ING à l'époque, en 2001, pour devenir vice-président, puis quelques 18 mois plus tard, je devenais premier vice-président chez Desjardins, responsable des 1000 employés
de Desjardins Groupe d'assurance générale à l'extérieur du Québec. J'avais du haut de mes 32 ans. Beaucoup moins en confiance qu'aujourd'hui, mais ça se développe. Mais non, la confiance, le leadership, j'en suis la preuve. C'est intéressant, puis ben c'est super intéressant parce que justement, tu sais, c'est quelque chose que j'entends souvent, tu sais, moi, parfois, ça m'arrive de peut-être des fois me sentir comme ça, en m'imaginant, par exemple, tu sais, si on m'offrait, je sais pas, une grosse job demain, par exemple. Là, tu sais, j'ai quand même fait quelques stages et tout ça, je me dirais, si j'aurais peur d'avoir des fois le sentiment de l'imposteur. Puis ça, c'est quand même quelque chose qu'on voit autour de nous. Puis tu sais, un des conseils que j'entends souvent, c'est de foncer, tu sais. Fait que j'aimerais ça qu'on aborde justement ce tremplin-là, tu sais. Fait que là, vous avez quitté Intact, fait qu'en 2001, fait que vous aviez eu l'emploi, si je ne me trompe pas, autour des années... ça faisait combien de temps que vous étiez dans votre carrière environ? Ça faisait... Ben moi, le plan, quand je suis allé à la personnelle, à l'époque de Personal Insurance Company à Mississauga, là, le plan, c'était que dans 5 ans, il y avait une directrice générale des activités là-bas, dont l'horizon de carrière était d'environ 5 ans. Okay. Le plan, c'est un plan 5 ans. Okay. Par contre, elle a quitté Moucharvent en juin 2001, puis en décembre 2001, elle quittait. Donc là, je sais que ça faisait en 2001, j'avais 31 ans. Donc là, mon plan de 5 ans venait pas mal de s'effondrer parce qu'à mes yeux, j'étais pas prêt pour le poste. Le syndrome de l'inspecteur, de l'imposteur, j'étais pas différent des autres. J'en souffrais. Puis là, je me disais, de toute façon, tu sais, c'est trop rapide là, dans ma propre carrière. J'avais Jérémy, mon plus vieux garçon, je pense, en décembre 2001, il devait avoir 1 an et demi, même pas. Ah ouais, hein? Fait que là, c'était un peu prématuré. Puis ma conjointe de l'époque était enceinte du 2e. Fait que moi, c'était peut-être pas le bon moment. Ils viennent de rater une opportunité, puis ils vont nommer quelqu'un d'autre qui va être encore là dans 5 ans, mais c'est pas plus grave. J'avais quand même confiance en moi là, que la vie allait bien aller pour moi, que j'étais bien positionné pour la suite. Mais là, le plan tel que je l'avais en tête, puis ça, c'est quelque chose. Quand on vise des postes, là, ça se passe pas exactement comme on se passe. Puis je dis tout le temps, l'important, c'est de développer des compétences. Fait que c'est pas plus grave que ça. Le défi va être intéressant. Je vais travailler avec une nouvelle personne. Fait que le président de l'époque avait assumé l'intérim. Puis au bout de, je pense qu'en juillet 2002, il me fait venir dans son bureau. Puis là, moi, dans ma tête, ben, c'est pour m'annoncer qu'on va avoir un nouveau patron ou une nouvelle patronne. Mm-hmm. Puis je suis très... J'étais bien correct avec ça. Là, puis il commence à me parler. Puis c'était pas clair vers où il s'en allait. Fait que là, je me dis quand même, je suis peut-être en train de me faire congédier. Mais là, finalement, c'était pour m'offrir. Au bout de après quelques minutes de mise en contexte, où là, je commençais à douter. Oh là, il n'a pas l'air d'être en train de me dire que ça va être quelqu'un d'autre. C'est peut-être comme ça qu'on congédie du monde. Puis, mais finalement, il a fini. M. Martineau a fini par aboutir. Puis il me dit, regarde, Jean-François, on pense que tu as tous les atouts pour réussir dans ce rôle-là. Puis je m'y attendais pas du tout. Puis là, j'avais un énorme doute à un tel point qu'on m'avait fait passer à travers un processus d'évaluation. J'avais rencontré un psychologue industriel à Montréal, M. Bertillon, mais je m'en rappellerai toujours. Puis lui, dans son rapport, il m'avait dit que ce jeune-là n'a pas assez confiance en lui, il n'est pas prêt, l'équilibre de vie est trop important pour lui. Puis là, je me ramassais dans un emploi où j'allais voyager énormément entre Québec et Toronto avec 2 jeunes enfants à la maison. Fait que dans le rapport... Dans son rapport final, c'est dit, les chances d'échec sont trop fortes. Finalement, elle avait dit, je vous recommande de ne pas procéder avec la promotion de ce jeune individu-là au talent fort prometteur, puis aux compétences élevées, mais disposition inquiétante. Fait que là, bon... Jules Martineau me dit, écoute, Jean-François, c'est plate, mais finalement, je pense qu'effectivement, tu as raison. Peut-être qu'on est mieux de relancer les activités puis de recruter quelqu'un à l'externe. Puis c'est bien correct. Là, j'ai dit, regarde, laisse-moi dormir là-dessus. Là. En même temps, je suis en train de le bateau passe. Puis j'ai toujours pensé qu'il y a 2 catégories de gens. Il y a des gens qui regardent le bateau passer. Puis il y a l'air beau le bateau, mais j'ai pas le goût de sauter. Puis il y a ceux qui sautent. Plus de nature à sauter dans le bateau, mais j'avais des réserves. Fait que là, j'ai dit, écoute, mes réserves, c'est pas compliqué. J'ai dit, je pense que j'ai tout ce qu'il faut pour réussir, mais je vais avoir besoin d'aide, je vais avoir besoin que vous fassiez preuve de souplesse. Puis je vais avoir surtout besoin que vous me dites, si jamais ça fonctionne pas, ce passage-là à une responsabilité de leadership, de direction, ben, que tu me le dises. Fait que là, je m'avais dit, écoute, Jean-François, tu es capable de respecter ça. Puis j'ai dit, puis l'autre
je dirais l'autre motivation qui m'animait, là, rendu là, ben là, c'est de dire, OK, si c'est pas moi, ça va être quelqu'un d'autre. Est-ce que j'aime mieux que ce soit moi ou que ce soit quelqu'un d'autre? Est-ce que je me fais confiance à moi ou je fais confiance à quelqu'un d'autre? Puis j'ai décidé, finalement, de me faire confiance. Puis M. Martineau me l'a accordé. Puis ma carrière a véritablement pris son envol. Mais tu sais, des fois, là, c'est ça. Je pense qu'il faut oser prendre des risques, oser sortir de sa zone de confort, se faire confiance. Évidemment, il faut avoir les compétences, être bien entouré, avoir la confiance de ses patrons, de ses collègues, de ses coéquipiers. Mais c'est ça, là, finalement, des fois, on en met beaucoup, on se met beaucoup de pression inutilement. Là, c'est ça. Les gens qui détectent en vous un certain talent vous offrent des occasions de vous développer. Saisissez-les. Puis juste, tu sais, la communication aussi, c'est ça que j'entends, tu sais, au final, tu sais, vous étiez pas nécessairement pas sûr, mais vous saviez que vous aviez les compétences, mais tu sais... J'avais pas l'expérience. Exactement, mais tu sais, juste en le communiquant, ça vous a permis d'être carte sur table, ce qui a permis après ça à lui de savoir aussi à quoi s'attendre, tu sais. Ça a comme ouvert peut-être le canal de discussion avec lui, peut-être. Exact, pour mettre les conditions en place qui feraient que moi, je serais rassuré, que je m'enfoncerais pas seul, parce que, en fait, puis il y avait quelqu'un qui m'avait dit aussi dans ma carrière, plus on avance dans une organisation, plus on se sent seul. Fait que là, ce bout-là m'inquiétait. Mais là, de savoir que mon futur patron allait m'appuyer, même si c'était difficile, puis qu'on allait avoir une relation franche et transparente, c'est rassurant. Ma bouée de secours était là, dans le fond, si jamais il s'était passé quelque chose. Puis au niveau des compétences, là, vous dites... que c'était votre premier rôle de leadership. Tantôt, vous avez dit que quelque chose que vous répétez souvent, c'est de développer les compétences. Vous aviez développé plus à l'école des connaissances techniques. Après ça, dans vos emplois aussi, certainement, des aspects d'actuariat. Comment vous avez, à travers ces postes-là, développé vos compétences de leadership, justement, en tant qu'employé? Mais ça, je dirais, c'est drôle parce que l'endroit où j'ai le plus développé mes compétences managériales ou de leadership. C'est même avant l'université. OK. Je suis diplômé de l'université Burger King. Puis chez Burger King... Non, c'est vrai, c'est un fait. Je suis diplômé de l'université Burger King. J'ai travaillé chez Burger King de 14 à 17 ans. J'espère que le diplôme est encore non, bien haut dans le bureau. Je l'ai plus malheureusement, mais ça a été une école de gestion incroyable. Moi, je suis devenu, on me disait que c'était impossible à l'époque. Je suis même devenu assistant gérant mon dernier été, pour me dire que c'était impossible à part que si t'étais il n'y avait jamais eu d'employé. Le Burger King devait avoir une vingtaine d'années à l'époque à Sherbrooke, puis il n'y avait jamais d'employés qui étudiaient ou qui n'était pas employé à temps plein, qui avait été assistant gérant. Fait que j'avais gravi les échelons jusqu'à l'assistance gérance du Burger King à Sherbrooke. Puis ça te met dans un milieu où la planification du travail, la planification des effectifs, même planifier les horaires des gens la semaine qui suit, de la gestion de crise, de la gestion de ressources humaines. Faire des budgets. J'avais quand même goûté à ça, le service à la clientèle. Fait que j'avais quand même, pour moi, là, ça a toujours été, c'est un endroit où, sur, mettons, les compétences moins techniques, c'est l'endroit où j'ai appris beaucoup dans l'action. Après ça, j'ai pu observer des gens j'ai eu la chance de travailler avec des leaders exceptionnels, incroyables. J'ai pu observer comment ils se comportaient, j'ai pu faire des lectures, mais apprendre dans l'action. Fait que ça, je dis souvent, les emplois, là, même les emplois étudiants peuvent apporter beaucoup. Puis, il n'y a pas vraiment de saut métier. Au contraire, là, partout. Moi, là, mon premier emploi, là, dans un Burger King, on est loin de l'assurance, on est loin d'une grande entreprise. Ben, c'est une grande entreprise, mais localement, franchisé Burger King, là, c'est pas une grande entreprise. Mais moi, j'ai retiré beaucoup de cette expérience-là. La résolution de conflits entre individus, là, quand tu as 16 ans, puis la chicane prend dans la cuisine entre deux individus, puis qu'il y a un autobus qui arrive. Il faut résoudre les conflits rapidement. C'est sûr. On réglera ça plus tard, la chicane. Mais il y a quand même des choses que je suis allé chercher là, qu'avec le recul, là,
j'ai pas choisi de travailler chez Burger King puis de gravir les échelons parce qu'un jour, j'allais devenir chef d'entreprise. J'en avais aucune idée à cette époque-là, mais avec le recul, moi, j'ai toujours prétendu, puis ceux qui me connaissent le savent, là, que ça a été pour moi très, 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 très formateur. Fait qu'il n'y a pas vraiment, des fois, des fois, les jeunes, on se demande est-ce qu'on devrait travailler ou pas l'été, qu'est-ce qu'on fait. Mais tout ça, toutes les expériences que l'on vit, même à un plus jeune âge, forge les leaders qu'on va devenir. Puis je dis pas de tous vous en aller travailler chez McDo demain matin, puis vous allez devenir président de compagnie d'assurance. Loin de là, mais ça développe des habiletés. Chaque expérience qu'on a développe des habiletés quelconques qui vont nous servir dans la suite de notre carrière. Puis c'est pas à négliger. Là. Des fois, on a tendance à penser que ces emplois-là sont inutiles, mais dans mon cas, ça ne l'a pas été. Peu importe aussi, j'ai l'impression, l'expérience, parce que ça a l'air, comme vous dites, une expérience quand même anodine, mais c'est vraiment le premier emploi étudiant qui, peut-être que si, par exemple, vous étiez allé travailler, je sais pas, comme commis dans une épicerie, peut-être que vous n'auriez pas eu à avoir ces compétences-là de gestion à développer puis que vous ne seriez pas où vous êtes aujourd'hui. C'est ça qu'à travers toutes les discussions que j'ai jusqu'à maintenant, à travers le podcast, c'est ça que je trouve intéressant, c'est de voir à quel point, dans toutes les carrières des gens qui ont du succès, qu'on a rencontrés et tout ça, il y a toujours un aspect quand même de... C'est comme des heureux accidents toujours, si on veut, dans le sens que c'est une expérience cumulée, des compétences cumulées d'un peu partout. Sûrement que vous me parliez tantôt du hockey, vous avez eu un lead assez intéressant de quelqu'un qui est à cause du hockey. Sûrement que ça doit forger quand même aussi une personnalité. Hein? C'est sûr. Puis super. Fait qu'ensuite, là, on se rapporte, mettons, au niveau de la carrière. Donc là, ensuite, là, vous arrivez chez Desjardins, c'est ça? Oui. Puis Promutuel, Desjardins. Promutuel, Intact, Desjardins. Intact, Desjardins. Puis là, une fois que vous êtes chez Desjardins, vous dites en 6 mois, dans le poste que vous avez eu en revenant chez Desjardins, en fait, après Intact, c'était quel niveau de poste, si on veut, par rapport, par exemple, est-ce que vous étiez encore plus dans l'exécution ou vous étiez quand même dans un poste de leadership? C'est là que mon passage s'est fait de l'actuariat peu plus, là, donc, où j'étais vraiment dans des zones très actuarielles de 1992 à 2002. Là, quand je suis devenu directeur général des opérations de Desjardins à l'extérieur du Québec, là, je tombais dans une zone beaucoup plus... j'avais été responsable des ventes en direct, du marketing. Donc, j'ai des agents d'assurance qui travaillaient pour moi, des gens de développement d'affaires. J'avais des opérations de marketing, des opérations d'assurance, la gestion des prestations notamment. Donc, j'avais une responsabilité. Puis, j'étais directeur général du site. Donc, j'avais peut-être 800 employés sous supervision directe, puis une centaine d'employés qui indirectement... Là, il y avait des actuaires qui ne relevaient pas directement de moi, mais dont j'étais... ultimement, indirectement, le numéro 1, le leader numéro 1 pour Desjardins Assurance Générale à l'extérieur du Québec. Donc, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Puis là, je suis tombé dans, justement, la vision que j'avais 7-8 ans auparavant. Je l'ai dit en 1995, je lui disais, je veux devenir, je me vois plus comme un Jean Vaillancourt. Ben là, j'étais devenu l'équivalent de Jean Vaillancourt, mais à l'extérieur du Québec. Donc, j'avais toujours ces activités du côté du Québec, le directeur général Québec. Et moi, je devenais directeur général hors Québec du haut de mes 32 ans, 33 ans. OK. Mais c'est super intéressant. Puis là, ensuite, vous avez fait cet emploi-là. Je pense que vous avez été chez Desjardins à ce moment-là 4 ans. Est-ce que je me trompe? Non, plus que ça. Parce que, de 2002 à 2008. 2008, c'est ça. Fait qu'un petit peu plus. À travers ces années-là, vous avez continué sûrement à acquérir une certaine expérience en leadership et tout ça dans ces postes-là. Absolument. Dans l'action. Dans l'action. C'est surtout là qu'on on apprend beaucoup dans l'action, sûrement. Puis ensuite, là, qu'est-ce qui a mené au départ chez SSQ à ce moment-là? Oui, mais c'était avant ça, dans Desjardins, j'avais aussi un plan de carrière et j'avais manifesté l'intérêt de toucher à d'autres choses que l'assurance de dommages. Donc, j'ai eu l'occasion de faire un mouvement
latéral, de revenir à Lévis, de travailler chez Desjardins Sécurité Financière, qui est l'assureur de personnes de Desjardins. Donc, à peu près au même niveau. Donc, j'occupais un emploi de premier vice-président et direction générale chez Desjardins. Puis, je suis passé à Desjardins Sécurité Financière. Mais ça s'est fait là, c'était dans mon plan de carrière. Je me disais, ça, je l'avais. Ça aussi, je le disais quand je disais que je voulais devenir généraliste et non spécialiste actuariat, ben, je voulais aussi devenir généraliste, toucher à d'autres choses que juste l'assurance de dommages. Ça, je savais ça même en sortant de l'université. J'avais souhaité être actuaire en assurance de dommages, mais j'avais toujours dit, j'aimerais ça un jour pouvoir piloter des opérations d'assurance de personnes. Puis l'occasion, en 2008, j'avais 38, 39 ans. L'occasion s'est prêtée. Il y a une vacance dans un poste chez Desjardins Sécurité Financière. J'ai appliqué dessus, puis c'est moi qui l'ai eu. Donc, on est déménagé de Toronto vers Québec à ce moment-là. Puis c'est plusieurs années plus tard, puis c'est encore une autre occasion de sortir de ta zone de confort. Mes connaissances, qui étaient fortement appuyées sur mes connaissances intimes des produits et des solutions d'assurance de dommages. Là, du jour au lendemain, tu pilotes des opérations dont tu ne connais pas nécessairement les rouages. Là, pour l'avoir jamais fait avant, dans le fond. Tu ne l'as pas fait avant. C'est pas moi qui avais conçu les produits chez Desjardins Sécurité Financière. C'est pas moi qui avais fait les programmes SAS. Pas moi. Alors que du côté de l'assurance de dommages, j'étais un expert du métier. Là, soudainement, j'étais plus... Donc, il fallait vraiment que je m'appuie sur mes compétences de leadership, mes compétences stratégiques, poser des bonnes questions, me faire ma propre tête plutôt que de m'appuyer sur ce que je savais puis me dire que j'en sais plus que finalement le monde. Parce que là, du jour au lendemain, les gens qui viennent tout le monde qui vient te voir connaissent plus que toi sur l'organisation, sur leurs produits, sur leurs solutions. Donc, ça aussi, là, ça donne un peu le vertige, mais ça permet de développer des compétences de leadership, des compétences plus stratégiques, de te mettre en mode, je vais poser des questions plutôt que de donner des réponses, qui sont toutes des habiletés qui servent un peu plus tard. Puis, là, j'ai fait 6 ans chez Desjardins Sécurité Financière dans différentes fonctions avant de me retrouver chez SSQ Assurance en 2015 comme président. Puis là, c'est-tu une opportunité qu'encore une fois, c'est comme présenté à vous? Est-ce que c'est un offre, c'est un emploi que vous saviez qui était ouvert, que vous vous êtes dit, peut-être que ça fitterait avec mon plan de carrière? C'est comment que ça s'est déroulé, cette transition-là, ce mouvement-là entre les deux entreprises? En fait, j'étais très heureux chez Desjardins. Ma carrière allait bien. J'avais des belles responsabilités. Je progressais. Puis, c'est un chasseur de tête qui m'a contacté. Qui m'avait contacté à quelques reprises dans le passé, puis je lui avais toujours dit non. Mais là, il me dit, je pense, Jean-François, ça fait 2-3 fois que tu me dis non, mais il dit, là, je pense que celle-là, il dit, quand je regarde cette opportunité-là, ton profil, ton profil de carrière, tes compétences, puis il dit, quand je parle à la firme, puis au début, il ne voulait pas me dire c'était qui, il dit, quand je parle à la firme, ben c'est une personne comme toi, puis ton nom est nommé, là. Je pense que tu pourrais être un bon fit, mais évidemment, tant qu'on ne t'a pas rencontré, on ne peut pas te le dire. Puis il va y avoir un comité de sélection, puis c'est une nomination du conseil d'administration, c'est un poste de président. Donc, c'est pas gagné d'avance, tu n'es pas le seul candidat. Il y a des candidats à l'interne, puis il y a d'autres candidats ou candidates à l'externe. Mais je te vois dans ce rôle-là. Ben là, OK, peux-tu m'en dire plus? Probablement que je vais te dire non une 4e fois, mais bon, si tu le dis. Puis de fil en aiguille, ben là, j'ai su que c'était SSQ. J'avais travaillé avec M. Hamel qui prenait sa retraite, René Hamel, qui prenait sa retraite. J'avais travaillé avec lui dans un cabinet de campagne centrale. Donc, quand on parle d'implication, là, donc j'avais été responsable de la campagne des jardins. Je connaissais René Hamel. J'avais beaucoup de respect pour René, mais je connaissais très peu SSQ à l'époque. Donc, on va embarquer dans le processus et on va voir ce que ça donne. Mais quand je regardais effectivement la description, le profil d'emploi, le profil recherché, là, je cochais les cases, puis c'était moi. Puis là, je me disais, OK, puis quand je cochais les cases, puis avec ma connaissance du marché, je me disais, il n'y en a pas tant que ça. Là, le nombre de candidats qui cochent autant de cases que moi pour ce poste-là. Là, j'ai assez de mes 2 mains
au Canada pour les compter. Fait que, je me disais, peut-être que... Puis c'était intéressant. Puis c'était à Québec. Je me déplaçais beaucoup entre Québec et Montréal à l'époque. J'avais deux jeunes enfants aussi. Là. Je me disais, ça peut être un tremplin intéressant. Puis une société d'une belle taille, là, pas trop petit, pas trop gros. Fait que c'est parfait, taille moyenne. Comme premier rôle de président et chef de direction, je trouvais que ça m'animait beaucoup. J'ai embarqué dans le processus. Puis en bout de ligne, c'est moi qui s'est mérité le poste en 2015. Puis par rapport, tu sais, quand vous dites, je regardais, mettons, le profil, puis comme, tu sais, les compétences que vous aviez développées à travers votre carrière, c'était quoi, mettons, ces compétences-là là, qui faisaient que, comme, selon vous, tu sais, vous étiez confortable avec, tu sais, que vous reconnaissiez dans l'offre? Ben, d'abord, on cherchait un bachelier en actuariat de préférence. Mm-hmm. Ensuite, on cherchait quelqu'un qui avait les connaissances du marché du Québec et du marché canadien, parce que SSQ avait des activités autant au Québec qu'à l'extérieur du Québec. Et on cherchait quelqu'un qui avait des connaissances autant, et ça, c'est ça le bout qui est encore plus rare, là, quelqu'un qui avait des compétences autant en assurance de dommages qu'en assurance de personnes, parce que SSQ, à l'époque, est un des seuls assureurs qui a des activités autant d'assurance de personnes que d'assurance de dommages. Donc là, moi, quand je regardais, puis là, il y avait de nombreux attributs. On voulait quelqu'un qui avait géré des opérations, qui avait géré des grands groupes de personnes, ce que j'avais fait dans mon parcours. Fait qu'on voulait un diplôme en actuariat, mais qui n'avait pas nécessairement juste fait de l'actuariat, qui avait aussi géré des opérations de vente, des opérations d'indemnisation, des grands projets technologiques. Donc, tout ça était... Quand je faisais la somme de tout ça, je répondais pas mal au profil. Puis la vision que j'avais eue à l'époque, soudainement, prenait forme. Fait que moi, je n'ai jamais travaillé à viser. Je n'ai jamais visé... Ça, c'est un conseil que je donne aux jeunes. Visez pas des postes en particulier. Donnez-vous pas comme objectif un titre ou un poste, mais bâtissez les compétences au fil de vos expériences puis des opportunités auxquelles que vous faites face qui vont vous permettre d'obtenir ces emplois-là. Puis si je fais un parallèle avec le monde du sport, dites pas que je vais gagner une médaille d'or dans ma discipline. Qu'est-ce que ça prend pour gagner une médaille d'or? Puis travailler ça. Est-ce que ça prend de l'entraînement physique? Est-ce que ça prend de la constance? Est-ce que ça prend des habiletés particulières que d'autres athlètes n'ont pas? Mais comment vous vous distinguez des autres athlètes pour gagner la médaille d'or? Parce que la médaille, c'est la finalité, puis elle va peut-être se produire, puis elle se produira peut-être pas comme un poste souhaité. Sa finalité, ça va peut-être arriver, ça va peut-être pas arriver, mais ça a beaucoup plus de chances d'arriver si vous bâtissez le parcours de carrière qui va vous amener là puis qui va vous différencier des autres que si vous travaillez juste sur la destination finalement en vous disant, mais qu'est-ce que ça prend pour atteindre la destination? Puis c'est là-dessus qu'il faut travailler. Puis c'est soudainement là, ce que j'ai réalisé à ce moment-là, que j'avais fait dans ma carrière. C'est intéressant. Il y a un autre gestionnaire qu'on a reçu au cours des derniers épisodes qui amenait un concept qui était quand même similaire, qui nous avait dit, tu sais, à la place de se questionner sur les facteurs clés de succès, moi, il disait que lui, il aimait toujours mieux se concentrer sur les comportements clés de succès. Puis, tu sais, ça m'avait quand même éclairé aussi, par rapport à ça. Puis, je fais quand même un parallèle parce que je trouve ça intéressant de voir que, tu sais, veux pas, tu sais, vous aviez une vision, puis c'est de développer les compétences par rapport à cette vision-là, d'être généraliste, par exemple, qui vous a permis de vous démarquer. Fait que, tu sais, c'est quelque chose qui est, c'est un processus. Atteindre ce poste-là, c'est comme un processus qui a été actif tout au long de votre chemin de carrière, de ce que j'entends, qui vous a permis d'en arriver à un moment où, comme là, les étoiles se sont alignées, puis vous aviez développé qu'est-ce que vous vouliez développer. Puis c'était ça qui était recherché. T'sais. Même si j'avais jamais identifié même devenir président d'entreprise, c'était pas vraiment une motivation. Là, jusqu'à ce que moi, je me voyais comme un bon numéro 2 dans une organisation. Au début de ma carrière, puis même à mi-carrière, là, je me voyais davantage comme un numéro 2 qu'un numéro 1. Jamais, au grand jamais, j'aurais pu prétendre qu'un jour, dans mon plan de carrière, je vais être président. Fait que même si j'avais fait l'étape de dire, OK, finalement, être président, je suis prêt à le considérer, jamais j'aurais dit président chez SSQ Assurance, puis je m'organise pour me rendre là. Fait que, tu sais, c'est ça. Mais j'avais développé des compétences qui me distinguaient. Puis il y avait beaucoup de comportements aussi dans mes compétences. Il y avait d'ailleurs ce qu'on cherchait, là, du leadership de collaboration, un joueur d'équipe, avec une bonne réputation. Fait que ça se bâtit au fil des ans. C'est intéressant. Des efforts.
Tu sais, tantôt, vous en avez glissé un mot là, j'aimerais aborder avant on tire vers la fin un peu plus. Là, ouais. Avant qu'on termine, j'aimerais aborder, vous avez parlé quand même de votre implication. C'est quelque chose qui est très important pour vous depuis longtemps. C'est qu'est-ce qui vous motive dans un horaire aussi chargé, si on veut, de continuer à accorder beaucoup de temps comme ça à différentes implications, que je pense auprès de la Fondation Jeunes en Tête, auprès de... Centraide. C'est qu'est-ce qui vous attire vers ça? C'est qu'est-ce qui... Ben, je pense que c'est une occasion de redonner. Mm-hmm. J'ai un réseau, j'ai de l'influence. Pourquoi ne pas le mettre à bon escient? Je suis bien entouré. Puis quand je m'occupe d'autres affaires, ça me permet de déléguer puis de responsabiliser mon entourage aussi. Fait que, je pense qu'il faut se créer de l'espace. On peut toujours trouver des excuses de ne pas s'impliquer. Mais puis, en fait, puis à bien des égards, ça m'a aidé. Tu sais. René, j'aurais peut-être eu l'emploi chez SSQ Assurance, même si René ne m'avait pas côtoyé dans le cadre d'une campagne Centraide, mais il a sûrement trouvé que je n'avais pas fait un mauvais travail dans le cadre de la campagne Centraide. Puis il avait sans doute considéré qu'il avait découvert une personne intéressante pour lui succéder un jour parce qu'il faisait partie du comité de sélection. Fait que, tu sais, ces occasions-là sont aussi des occasions de redonner, mais aussi de réseauter dans un autre cadre, de travailler avec des pairs de l'industrie dans un milieu non compétitif. Donc, on s'unit pour les causes. Là, on n'est pas en compétition pour les causes. C'est tout ça qui fait qu'à un moment donné, c'est un peu de redonner à la collectivité sur le plan personnel. Ça rejoint mes valeurs. Okay. Depuis toujours, en fait. Oui, puis vous avez fait, dans le fond, qu'est-ce que j'entends aussi, c'est qu'à travers tout ça, en plus de redonner grâce à votre reach que vous avez, si on veut, et tout ça, ça vous a quand même permis aussi de développer des relations, développer des compétences connexes, si on veut, aux compétences qui sont propres au rôle. Absolument. Même de mon implication dans Centrale, d'oser demander à des gens de contribuer, que ce soit personnellement ou ou via leur organisation, d'emblée, c'était pas nécessairement une compétence que j'avais naturellement, de demander à d'autres à l'extérieur de ton entreprise de contribuer à des causes, mais tu développes quand même des capacités, des compétences à le faire, puis après ça te met dans une autre position quand tu as à faire des demandes pour ta propre entreprise de collaboration ou de partenariat, ça t'ouvre nécessairement des portes, ça te développe des réflexes. Fait il y a du développement à travers même ces implications-là où l'objectif principal, évidemment, est de redonner, mais on en retire beaucoup plus qu'on peut penser d'entrée de jeu. Fait que c'est toutes les mini-expériences qui développent la personne qui a fait que vous avez eu le poste de SSQ, puis qui a ensuite été l'un des instigateurs de la fusion avec Beneva. Avec Jean Saint-Gelais, qui était président et directeur général de la capitale à l'époque, puis Beneva est né du regroupement de SSQ Assurance et de la capitale. Puis à ce moment-là, j'ai été nommé président et chef de direction de Beneva, qui a eu 5 ans. Oui, c'est ça, j'allais vous dire. Félicitations. 5 ans la semaine dernière, merci. Et moi, 10 ans à poste cette semaine, en fait, parce qu'on cumule SSQ Assurance le 13 juillet 1995 avec Beneva. Je viens tout juste d'avoir 10 ans dans un poste de président et chef de direction au Québec. J'en suis fier quand même. Là. Je pensais à ça en fin de semaine. Là, la longévité, je ne sais pas c'est quoi la longévité des chefs d'entreprise au Québec, mais 10 ans, c'est quand même un bon mandat. Félicitations pour ça. Par rapport, ça c'est par pure curiosité, mais c'est comment que ça s'est déroulé, ça? Vous étiez à la tête de SSQ, M. Saint-Gelais qui était à la tête de la capitale. C'est comment que ça s'est passé, que vous vous êtes dit, ça pourrait peut-être être une bonne idée de s'unir? Bien, en fait, la table avait été mise à maintes reprises. Là. C'est un projet qu'on caressait, Jean Saint-Gelais et moi-même, mais on a de nombreux prédécesseurs qui, au fil des dernières décennies, probablement depuis une trentaine d'années, depuis au moins 25 ans, là, il y a eu des épisodes de tentatives de rapprochement entre les deux organisations. C'est 2 alliés naturels, 2 entreprises à Québec.
d'à peu près de même taille ou taille très similaire, même nombre d'employés, même revenu de prix, mais aussi très complémentaire. La capitale est une force en assurance de dommages, la SESUC Assurance une force en assurance de personnes. Donc, on était des alliés naturels, deux entreprises qui sont des mutuelles depuis les années, début des années 40, ici même à Québec, avec des missions sociales très, très fortes. Donc, c'était une alliance qui était tout à fait naturelle. Je pense que nos prédécesseurs, ont chacun posé les pierres qui ont fait que là, en 2020, on réalisait de plus en plus que la taille dans notre marché devenait un atout. On faisait face à des défis de taille, que ce soit des défis technologiques, des défis de main-d'œuvre, des défis démographiques, des défis sociaux d'importance. Donc, on s'est dit qu'on allait être tout simplement plus forts ensemble que l'un contre l'autre. Ça allait de soi que nos deux organisations s'unissent pour faire une société d'assurance forte ici même à Québec et la protéger, la rendre plus forte. Deux organisations moyennes, vulnérables, pourquoi pas en faire une plus forte, puis on était rendu là, tout simplement. C'est super intéressant, puis ça a été un franc succès. Là. On connaît les résultats de la fusion, fait que encore une fois, félicitations pour ça, c'est très impressionnant. On arrive, j'ai toujours 3 petites questions que j'aime poser à tous les invités qu'on reçoit. Premièrement, si vous aviez un conseil à donner, je vais emmener sous cet angle-là, par exemple, aux jeunes, vous qui sortent de l'université, puis vous avez un conseil à donner, ce serait lequel? Oui, ça, c'est une excellente question. À brûle pour point comme ça, je dirais, ça, je le dis souvent, ce conseil-là, tu sais, passez plus de temps à vous demander ce que les autres disent de vous quand vous n'êtes pas dans la salle, qu'est-ce que vous-même pensez de vous-même. Tu sais, à un moment donné, ce qu'on projette sur notre entourage est très important, puis comment vous voulez être perçu dans vos milieux respectifs est important. Donc, il y a trop de monde qui passe trop de temps à parler d'eux-mêmes et qui ne se questionnent pas assez sur ce que leur entourage pense d'eux. Puis quand on veut avoir, moi, on m'a toujours dit, dans les entrevues que j'ai passées, je n'étais pas le meilleur en entrevue. Là. Il y avait d'autres candidats qui étaient meilleurs en entrevue, mais quand les gens commençaient à consulter l'entourage, les gens disaient, oh, OK, là, on est face à quelqu'un qui a une excellente réputation, puis avec qui les gens veulent travailler. Puis c'est des gens comme ça. Fait que le leadership collaboratif est de plus en plus requis dans les organisations, puis ça va n'aller qu'en s'amplifiant. Du travail en solo, même dans les petites organisations, il n'y en a presque plus. C'est important de forger de bonnes alliances avec son milieu. Fait que c'est parce qu'au final, c'est aussi ces relations-là que vous créez avec ces gens-là qui amènent éventuellement à avoir des opportunités qui se présentent à nous et tout ça. Fait que des opportunités de progression, de développement, des opportunités d'affaires, toutes sortes d'opportunités. Super intéressant. Ensuite, si vous aviez un livre à recommander, je ne sais pas si vous êtes un lecteur, mais un livre que vous vous rappelez d'avoir lu, si vous en lisez, que vous recommanderiez, que ce soit un livre d'affaires ou de... Oui, bien, il y a différents livres que je lis sur le plan personnel, mais maintenant qu'on reste dans la catégorie instructive pour les affaires. Oui. Là, moi, j'aime bien aimé The Discipline of Market Leaders by Tracy et Wiesema. Je pense que en français, c'est peut-être l'excellence du choix. Là, puis essentiellement, ce que ça décrit, c'est que les entreprises performantes font des choix. Puis il y a différentes disciplines de marché. Puis à travers ces différentes disciplines de marché, dépendamment dans quel type d'entreprise, il y a 3 ou 4 disciplines de marché. Puis dépendamment dans tel ou tel type d'entreprise, quelle discipline ils choisissent, quels sont les comportements qui sont à privilégier de la part des employés si on veut réussir puis gravir les échelons. Puis ça aide beaucoup, peut-être à faire, mettons, le choix si vos dispositions naturelles sont moins souples, choisissez une entreprise qui correspond à vos dispositions naturelles. Puis si vous êtes souple, comment vous adapter aux différents contextes dans lesquels vous travaillez si vous travaillez dans des entreprises qui ont fait des choix stratégiques de cette nature-là. Fait que c'est une bonne lecture à un jeune âge. Super intéressant. On va mettre sur nos réseaux sociaux la photo du livre. Fait que je le mets définitivement sur ma liste des livres à lire.
Puis pour terminer, est-ce que vous avez, dans votre horaire assez chargé, niveau professionnel, une habitude quotidienne qui vous permet de garder l'équilibre? Que ce soit du sport, tantôt on parlait d'implication qui vous permettait de faire de l'espace. Ce serait quoi l'habitude là, que vous dites qui vous permet de... Ben, encore plus simple que ça, oui, je suis actif, là, mais encore plus simple que ça, prenez le temps d'apprécier votre entourage, saluez le monde quand vous rentrez au bureau le matin. Il y a une disposition générale accueillante, ça ouvre les conversations. Puis bien souvent, même quand on a à avoir des conversations plus difficiles, ça facilite les choses. Donc, soyez présents. Bien, super. Merci beaucoup, M. Chalifou, pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. Ça a été une discussion très enrichissante pour moi, mais je suis certain qu'elle le sera aussi là, pour tous les gens qui vont nous écouter, qui sont un petit peu à la même place dans leur parcours que moi. Fait que vos conseils ont été très appréciés aujourd'hui, puis merci d'avoir pris le temps. Merci beaucoup, Charles. C'est un plaisir. Bye-bye.